Ça, t'as qu'à donner celui-là avec, parce que je sais pas qui il est, mais il était avec la feuille. Bien, bonsoir à tous. C'est votre présence. Nous allons donc commencer ce comité syndical du 7 novembre par la désignation de secrétaire de séance qui sera Florence Delchambre. Oui. Qui est pourvue d'un micro, donc elle va pouvoir se lancer sur l'appel. Parfait. Merci. Donc Dominique Legrand pour Marquette-les-Lilles. Miguel Beades. Jérôme Mathieu. Carole Depric. Karine Lelièvre. Excusez. Sandrine Denis. Excusez. Est-ce qu'il y a des suppléants? Oui, Pierre-Jean. Ok. Pour Lambersart, Nicolas Bouche. Excusez. Xavier Deric. Martine Cacheux. J'ai pas entendu. Présente. Oui. Guillaume Lequieffre. Céline Doutrio. Yassir Moukrim. Christine Nisol. Bertin Lambré. David Blancard. Quentin Vasseur. Claire Pila. Pierre Reynard. Pierre-Yves Pirat. Est-ce qu'il y a des suppléants? Non. Vambrechy, Sébastien Brognard. Michel Sass. Christelle Galland. Cédric Lecourt. Laurent Witterberg. Véronique Oureman. Georges Spadiavecchia. Est-ce qu'il y a des suppléants? Thierry Bonte. Benoît Bourrel. Présent. Est-ce qu'il y a des suppléants? Saint-André, Elisabeth Masse. Pascal Laouste. Ok. Jean-Pierre Eurin. Nicolas Lenindre. Didier Parcy. Claude Vasilkovski. Cyprien Richer. Est-ce qu'il y a d'autres suppléants? Péranchy, Carole Gruson. Philippe Durieux. Valérie Provost. Philippe Van Deneben. Est-ce qu'il y a des suppléants? Lompré, Hélène Mouneclé. Pierre Spilard. Quesnoy-sur-Dole, Rosemarie Alinck. Samuel Olivier. Serge Méozone. Florence Delchambre présente. Delémont, Christophe Yénard. Marc Ambarol, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Loïc Catelin. Est-ce qu'il y a des suppléants? Comines, Michel Sens. Jean Baccar. Pas de suppléants. Warneton, Yvon Pétronin. C'est tout bon. Merci beaucoup. Quorum étant atteint, on va commencer par l'approbation du compte-rendu du comité du 16 juin 2022. Y a-t-il des remarques sur le document qui vous a été fourni? Pas de remarques. Il est donc approuvé. Si personne ne s'abstient, à l'unanimité. Merci. Instance ressources humaines. Rapport 1, une installation de nouveaux délégués au comité syndical. Donc suite à démission
concernant Saint-André, Péranchy, Lambersart. Suite à la démission de Delphine Mistal, déléguée suppléante de la commune de Saint-André, la ville a désigné M. Hervé Le Cieux pour la remplacer. Suite à la démission de Mme Laurence Deloison, titulaire commune de Péranchy, le conseil municipal a désigné M. Philippe Durieux pour la remplacer. Suite aux nouvelles désignations au conseil municipal de Péranchy, Séverine Vandal, Antoinette Paulet, Georges Gounel, Thierry Latour et Jacques-Yves Delcer sont sortants et sont remplacés au comité syndical par Annie Carlier, qui était titulaire, qui deviendra suppléante, Delphine Lobrecht et Samuel Rollins, qui était titulaire, qui deviennent délégués, et Jean-Pierre Touquet. En titulaire, Valérie Provost reste titulaire, ainsi que M. Van de Neuven. Madame Carole Gruson est nommée déléguée titulaire en remplacement de M. Samuel Rollins, qui est devenu suppléant. Suite à la démission de Mme Ma Kalash, qui était dans l'appel, délégué titulaire de la commune de Lambersart, le conseil municipal de la commune a désigné M. David Blancard pour la remplacer. Il nous est donc proposé de bien vouloir accueillir ces nouveaux membres et de procéder à l'installation. Qui est contre ces nominations? Qui s'abstient? Merci beaucoup de cette unanimité. Rapport numéro 2, modification du protocole applicable pour le télétravail. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois de cela, on avait lancé des discussions. Nous étions arrivés à la proposition d'un protocole que l'on mettait en expérimentation. Donc la période d'expérimentation, qui était de 6 mois, a eu lieu. Suite au bilan et après échange en CT, tout le monde s'est dit satisfait de ce qui avait été proposé. Il nous est donc ici proposé d'entériner ce jour de télétravail par semaine, d'approuver le protocole de télétravail modifié, puisqu'on y avait rajouté certaines missions sur un poste qui n'était pas présent au préalable, et de charger l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution. Qui est contre cette disposition? Qui s'abstient? L'unanimité, merci beaucoup. Le personnel en sera content. Création du comité social territorial et fixation du nombre de représentants du personnel. Donc, vu les modifications, la loi portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il nous est proposé de créer un comité social territorial qui remplacera les instances antérieures. Et l'effectif constaté nous concernant est compris entre 50 et 200 agents, et donc on vient donc de créer un comité social territorial au sein du CIOM Alliance Nord-Ouest. Les élections professionnelles qui concernent cette instance auront lieu le 7 ou 8 décembre, de mémoire, le 8 décembre, et il est demandé au conseil syndical de délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Pour rester simple, on a repris des dispositions antérieures du CT, tout simplement, après en avoir discuté avec le CT lui-même. Donc de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, à 3 le nombre de représentants suppléants, d'adopter le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de l'administration égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, et de décider le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de l'administration en relevant. Si quelqu'un a des commentaires à faire ou qui vote contre, s'abstient, tout le monde est bien d'accord, c'est parfait, merci beaucoup. Modification du tableau des effectifs. Comme vous le savez, comme vous le passez tous dans vos communes, on modifie le tableau des effectifs en fonction de l'évolution des nécessités et aussi, surtout, en fonction de l'évolution des dénominations, des grades et évolution de carrière. On a ici, en fait, une grosse modification qui est afférente aux accords dits de Ségur de la Santé, qui avaient modifié, si vous vous en souvenez, certains postes avec la création d'un grade d'infirmier en soins généraux. Les grades d'infirmiers en soins généraux de classe supérieure et de classe normale ayant été fusionnés
sous l'appellation infirmier en soins généraux. Il y a lieu de supprimer le poste prévu pour le grade d'infirmier de classe supérieure, de supprimer les 4 postes prévus pour le grade d'infirmier de classe normale et de créer le grade d'infirmier en soins généraux et d'y inscrire les 5 postes. Vous l'aurez compris, c'est juste de la dénomination et la suite de ces négociations. Ça ne change strictement rien à nos équipes, mais ça permet de remettre sur des appellations upgradées, on va dire. Il y a eu la création d'un grade d'aide-soignant de classe supérieure. On a la même procédure. Donc on avait un grade auxiliaire de soins principal de première classe de catégorie C qui est revalorisé sur un grade d'aide-soignant de classe supérieure de catégorie B. Ce qui est loin d'être anodin, ce qui avait généré d'ailleurs primes et modifications de salaire. Il y a donc lieu de supprimer le poste prévu au grade d'auxiliaire de soins principal de première classe, de créer le grade d'aide-soignant de classe supérieure de catégorie B et d'y inscrire un poste, puisque c'est ce qui fait nos équipes aujourd'hui. Création du grade d'aide-soignant de classe normale. Le grade d'auxiliaire de soins principal de deuxième classe de catégorie C est revalorisé sur un grade d'aide-soignant de classe normale de catégorie B. Ce grade n'est accessible que sous condition d'obtention du diplôme d'aide-soignant, du diplôme professionnel ou du CAFAS. Il y a donc lieu de supprimer 19 postes au sein de ce grade et de créer le grade d'aide-soignant de classe normale et d'y inscrire 19 postes, vous l'avez bien compris. Par conséquent, il est proposé aux membres du comité syndical d'adopter les suppressions proposées, d'adopter les créations de grades et de postes proposés, d'adopter en substance les modifications du tableau des effectifs. Y a-t-il des commentaires particuliers? Pas que je vois. Oui. Merci, bonjour à tous. Bonsoir. Vous avez parlé de 20 postes, de 19 postes. 19 postes, oui. À la base, il y avait marqué 20 postes et on passe à 19. Est-ce que c'est un poste de moins ou... Oui. En réalité, il y a 20 postes chez nous, mais il n'y a que 19 personnes qui satisfassent aux conditions que j'évoquais concernant le CAFAS diplôme professionnel ou diplôme d'aide-soignant. Donc forcément, on met les 19 qui ont capacité dedans et la dernière personne reste sur l'ancienne catégorie où elle sera... En fait, elle reste. La modification, c'était surtout de passer de C en B. Elle est toujours en C. Donc, elle ne peut pas se voir appliquer ce changement de dénomination. Mais c'est uniquement parce qu'elle n'a pas les diplômes requis pour prétendre, pour l'instant. Après, elle va évoluer. Peut-être elle va passer à un concours, etc. Elle est en cours de formation, peut-être même déjà. Donc, ça suivra. Mais c'est pour ça qu'il y a un différentiel de 19 à 20. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Pour information, et non pas délibération, vous avez été destinataire de la synthèse du rapport social unique. C'est un document qu'on avait déjà fourni l'année dernière, mais qui ne répondait que concernant la partie siège, CIVOM. On a aujourd'hui été en capacité, c'est une bonne chose, comme nous l'avait demandé, de pouvoir sortir un rapport social unique de la totalité du personnel, qu'il soit au siège ou qu'il soit à Georges Delfosse. C'est de l'information, c'est une information qui est toujours intéressante dans les répartitions hommes-femmes, dans les fonctionnaires contractuels, l'âge moyen. Ça nous permettra surtout, avec le temps, de voir comment les choses évoluent et s'il y avait des attentions particulières à relever. C'est vraiment de la pure information, mais c'est toujours une synthèse un peu riche, qui est à ma foi intéressante. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de la parcourir, mais c'est avec le temps et un historique qu'on pourra en faire que ça prendra tout son intérêt aussi. Y a-t-il des remarques particulières sur ce rapport social? Très bien, merci beaucoup. Madame la vice-présidente, si vous voulez bien commencer par le PRD 2022 modifié. Merci Monsieur le Président. Alors le rapport 5 donc, correspond à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2022 modifié. Alors cette décision modificative, elle concerne essentiellement donc l'ajustement des comptes.
des comptes du groupe 1. Je vous rappelle ce qu'est le groupe 1, c'est le groupe des charges afférentes à l'exploitation courante, et groupe 2 qui concerne les charges afférentes au personnel. Donc on va s'attacher d'abord aux dépenses. Donc cet ajustement est impacté dans un premier temps sur l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc il y a plus 25 000 € d'ajoutés à cette DM. L'augmentation du point d'indice à compter du 1er juillet. Nous sommes toutes et tous concernés également dans nos collectivités. C'est plus de 50 000 €. Également la prime d'installation de 2 agents qui ont été titularisés en 2022. C'est plus 6 000 €. Et c'est également l'ajustement du montant de la dotation aux amortissements pour un montant de 35 437,50 €. Ainsi, le montant donc total de la décision modificative en dépenses s'élève à plus 116 437,50 €. Si on veut s'attacher donc aux recettes, donc le groupe 2 est impacté donc principalement par la décision tarifaire donc de l'ARS portant modification du forfait global soins qui, en fait, outre les crédits reconductibles supplémentaires qui ont été accordés au titre de l'année 2022 pour un montant de 147 874,77 €, prend en compte le besoin qui est exprimé de crédits supplémentaires de 118 441,55 € pour financer le CTI. C'est quoi le CTI? C'est le complément traitement indiciaire, et ce, sur les exercices précédents. Alors cette décision, elle prend également en compte la demande de crédits supplémentaires qui ont été exprimés pour financer les pertes et les surcoûts liés donc à la Covid-19 pour un montant de 92 154,53 €. Le montant de ces crédits non reconductibles s'élève ainsi à 210 596,08 €. Et donc le montant de la décision modificative en recettes s'élève donc à plus 358 470,85 €. Voilà, Monsieur le Président, sur l'illustration de cette EPRD 2022 modifiée. Merci beaucoup. Des questions ? Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. On sait qu'on attendait, c'est surtout les décisions de l'ARS qui font les modifications au niveau des recettes. Vous avez montré d'ailleurs une projection qui était en résultat négatif en vous disant en réalité ce sera totalement dépendant de comment va bouger l'ARS. Ils ont appliqué ce qu'ils avaient promis quelque part, et donc ça nous permet de revenir à un exercice positif. Donc tout ça va plutôt bien. Quelqu'un vote contre? S'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 6. Le rapport numéro 6 donc, concerne le recrutement par contrat PEC. Alors les contrats PEC, c'est quoi? Ce sont les contrats parcours emploi compétences, ce qui remplace donc actuellement les contrats aidés. Alors l'EHPAD souhaiterait recruter des contrats PEC pour pouvoir effectuer des recrutements sur des postes sur lesquels on a du mal à recruter d'une façon classique. Il s'agirait donc de recruter un agent de maintenance et également de bénéficier donc des financements en découlant. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Oui, le rapport numéro 7 sera un peu de la même veine. On a grande difficulté, et on le sait tous dans nos communes. Le recrutement est quand même quelque chose de très très compliqué actuellement. On essaie simplement de se donner un peu plus de largeur, un peu plus de latitude dans la capacité à recruter pour pouvoir trouver tout simplement et pourvoir aux besoins de l'établissement. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 7. Alors le rapport numéro 7 concerne le recrutement, cette fois-ci par contrat d'apprentissage. Comme vous le savez, donc l'apprentissage permet à des personnes qui sont âgées de 16 à 29 ans révolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de pouvoir les mettre en application, donc soit dans une entreprise ou soit dans une collectivité administration. C'est une formation qui est en alternance, mais qui est bien sûr sanctionnée par un diplôme professionnel ou d'un titre.
Alors la rémunération, elle est versée en fait à l'apprenti en fonction de critères qui sont son âge et également de sa progression dans le cadre du cycle donc de formation qu'il poursuit. Donc ce dispositif, il a un intérêt notable pour les jeunes qui sont accueillis, mais également pour les services, pour les collectivités qui les accueillent, parce qu'en fait, en fonction des diplômes qui sont préparés et des qualifications qui sont, acquises lors de cette expérience professionnelle, cela permet également de fidéliser, éventuellement de pouvoir recruter à terme du contrat d'alternance ces jeunes. Alors c'est vrai que au niveau de l'EHPAD, donc nous souhaitons la mise en place de contrats d'apprentissage sur le poste d'aide-soignant. Cela permettrait donc de former ces futurs professionnels. C'est une filière sur laquelle nous avons du mal à recruter et puis, comme je vous l'ai dit, de les fidéliser, dans l'établissement. Voilà, Monsieur le Président. On donne l'opportunité à un jeune, une jeune de rentrer dans un cycle professionnel et puis de pouvoir avoir des formations diplômantes et à la fois de former dans un esprit qui nous va bien puisque c'est formé par rapport à l'établissement. Ça a forcément à terme de gros avantages concernant le profil des personnes. Donc on fonde encore une fois des espoirs sur ce type de recrutement pour pouvoir aller chercher un petit peu plus tôt du personnel et donc avoir un peu plus de capacité à les trouver. Quelqu'un vote-t-il contre ? S'abstient, unanimité, merci beaucoup. Un point d'information ? Alors, le point d'information concerne donc l'annexe de l'activité de l'EHPAD. Alors, comme vous le savez, l'annexe 4A est relative à l'activité donc de l'EPRD 2023. Elle reprend en particulier donc l'occupation de la résidence de ces 4 dernières années en fonction du GIR des résidents. Donc, pour rappel, le GIR, c'est quoi ? Ça s'appelle le groupe ISO-ressources. Et c'est une échelle de mesure de la dépendance qui va de 1 à 6, et 1 étant le plus dépendant, 6 le moins dépendant. Alors c'est vrai que c'est une annexe qui doit être jointe obligatoirement dans l'EPRD 2023. Elle était à rendre en octobre 2022 et elle se base essentiellement et surtout sur des prévisions qui sont attendues pour la fin de l'année 2022 ainsi que des prévisions projetées pour l'année 2023. Et pour rappel, l'année 2022 représente l'année N-1 et l'année 2023 l'année N. Alors c'est vrai que l'année 2022, comme vous le savez toutes et tous, a été marquée par le contexte donc, et les conséquences de l'épidémie de la Covid-19 avec une population, bien sûr, au niveau donc, de l'EHPAD qui est très dépendante. Et également, en parallèle, on a constaté une évolution des demandes d'admission. Donc, à ce jour, les personnes âgées veulent rester à domicile et font des démarches beaucoup plus tardivement que précédemment. Ce sont des démarches qui sont réalisées quand les personnes âgées sont en fin de vie ou que les personnes âgées sont porteuses de multiples pathologies. Alors pour exemple, en janvier 2022, on pouvait constater que pour 5 décès, nous n'avions que 2 entrées. Ce qui a, le désavantage, bien sûr, d'impacter notre taux d'occupation, qui avait été d'ailleurs fortement fragilisé par les conséquences de l'épidémie. Alors c'est vrai que la levée progressive des restrictions sanitaires a permis de reprendre une activité standard, mais qui au début a quand même peiné à redémarrer, en sachant que en moyenne, normalement, pour chaque entrée réalisée, un départ survient. Alors, concernant les prévisions telles que je vous l'ai dit sur l'année 2023, l'établissement va bien sûr poursuivre le maintien de son taux d'occupation qui est remonté, même si ça a été un retour difficile et peinant, le taux d'occupation est remonté progressivement en 2022 et à ce jour, pour votre information, nous avons un taux d'occupation qui s'élève à 96%, donc nous pouvons toutes et tous en être satisfaits.
Alors pour 2023, sur la base des estimations établies, le taux d'occupation prévisionnel est estimé à 97,67%, ce qui nous permettrait ainsi de rattraper le retard qui a été acquis en 2021 lors de la pandémie. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ça me permet de nous projeter un petit peu et puis de constater que le taux est quand même revenu dans une bonne zone. On peut encore brosser un tout petit peu. En réalité, on parle, pour être clair, on parle de pourcentage, mais en réalité, on parle du chambre 2. On est quasi à saturation. Donc, comme en plus actuellement on a des travaux, de toute façon on est obligé de mobiliser une chambre autour de ça, donc on n'ira pas plus haut pour l'instant en taux d'occupation, mais on a quand même toujours cet objectif. Merci beaucoup. Finance, Monsieur Sass, si vous voulez bien entamer sur les conditions financières de la sortie de l'Aubersa. Merci Monsieur le Président. Donc les conditions financières de la sortie de la commune de Lambersart, donc du CIVOM, après négociation bien entendu, il y a 3 lignes donc qui ressortent donc au profit de la commune de Lambersart. Il s'agit donc d'une indemnisation pour le siège du CIVOM, au financement duquel la commune a participé. Ce financement a été évalué à hauteur de 224 834,77 €. Une deuxième ligne qui est en faveur de Lambersart, ce sont donc une part des excédents de fonctionnement, et une troisième ligne, c'est une part des excédents d'investissement. Au niveau des investissements, si vous voulez, nous avons donc calculé la part de Lambersart à partir donc du nombre d'habitants, mais duquel on a retiré, bien entendu, tout ce qui était nécessaire pour constituer le programme de l'EHPAD, ainsi que des provisions d'entretien des bâtiments. Puisque les bâtiments sont toujours là, l'EHPAD existe et il était convenu qu'il fallait constituer des provisions pour donc ce bâtiment. Le montant donc de l'excédent d'investissement revenant à Lambersart donc s'élève à 55 959,10 €. Au niveau du fonctionnement, même procédure, l'excédent constaté au 31 décembre était d'1 223 000, duquel on a donc retiré 4 années, 4 années d'action de l'animation mise en place par le CIVOM, les participations et le retrait de la commune ne va donc pas entraîner la baisse du coût des animations, si vous voulez. Et donc, sur les 1 223 000, il reviendrait 129 402,67 € à Lambersart. Ça, c'est ce qui est donc en faveur de la commune. En contrario, bien entendu, il y a eu donc le bâtiment de la Maison de l'Emploi qui a été construite sur le territoire de Lambersart, mais grâce donc à l'action du CIVOM, ils ont bénéficié d'un certain montant de subventions. Ça, nous n'avons pas tenu compte, mais le CIVOM a participé de ses deniers au financement de ce bâtiment. Donc, le montant revalorisé s'établit à 193 555,35 €. Nous avons aussi pris une part des frais généraux, et toujours sur 4 ans. C'est ce que nous avions fait donc pour les autres communes qui sont sorties. On a tenu compte des frais généraux par rapport au poids de la commune sur les 4 dernières années. Et ce montant donc s'élève à 287 987,68 €. Le même procédé donc pour le personnel. Nous sommes partis sur les 4 années qui suivent. Si le personnel avait été remis à disposition donc du centre de gestion. Et donc là, nous arrivons à un montant de 555 348,88 €, ce qui donne globalement un montant de 626 695,41 €. Mais comme Lambersart s'est engagé
à continuer à demander, il ne s'est pas engagé, c'est plutôt lui qui a demandé à pouvoir bénéficier donc des services urbanisme et archives, comme ils vont donc là sur cette proposition-là. Il y a une déduction de 51 150 € au niveau du service archives et de 151 624 € au niveau du service urbanisme, d'une façon qui va nous payer donc sur les services, ce qui ramène donc le débours pour Lambersart à 423 920 €. Il a été convenu que cette somme nous serait donc payée en 2 fois sur les 2 exercices. Merci. Des commentaires, des questions? Particulièrement, on a monté une procédure qui est objective en fonction des points financiers et des capacités et qui soit recevable. En fait, le point majeur étant surtout au niveau du personnel sur lequel on a pris une procédure reconnue, celle du CDG, et qui nous permet d'avoir un temps de retournement, on va dire, puisqu'on fait assumer la charge de la commune antérieure pendant 4 ans. Donc c'est extrêmement clair. Pour être clair, les revenus afférents à cette négociation sont à peu près équivalents à 2 ans de contribution, il me semble, de mémoire. Donc ça nous permet de réellement voir les choses et d'avoir le temps de se réorganiser comme il le faudra. Qui vote contre? S'il vous plaît, je vais demander la parole. Pardon, je n'avais pas vu, vous étiez caché derrière. Il y a un micro? Je l'ai. D'accord. Oui, je vais demander la parole parce qu'il y a quand même, d'une part, on n'a pas reçu le compte-rendu de la commission finance qui s'est déroulé, finance et gérontologie, qui s'est déroulé donc en octobre. Voilà, donc j'avais par l'intermédiaire d'un collègue posé un certain nombre de questions. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y a quand même des questions qui demeurent par rapport à ce que vous avez dit, notamment les charges de personnel concernant l'urbanisme et concernant donc le service archives vont être prises en charge pendant 4 ans. Donc Lambersart paye une quote-part pendant 4 ans et s'engage à utiliser pendant 4 ans. Enfin, c'est plutôt l'utilisation qui est pendant 4 ans, excusez-moi. Et donc c'est l'un ou l'autre en l'occurrence. Oui, c'est ça. Voilà. Et si vous voulez, la question c'est qu'est-ce qui se passe dans 4 ans si Lambersart se retire de ses services? Parce que le personnel sera toujours là et il faudra le payer. C'est bien ce qu'on appelle un temps de retournement. À nous de nous organiser d'ici là, de prendre les dispositions. On a du personnel, on a à se perspectiver. Si vous vous en souvenez, on a délibéré sur le fait de proposer des prestations complémentaires qui nous étaient demandées par les communes, du type concernant les autorisations de publicité et sur les récollements. Donc on est déjà en fait sur le fait d'un repositionnement et de voir quel quantitatif. Après, de toute façon, on est soumis déjà aujourd'hui à la réalité de la vie des communes, puisqu'il n'y a pas un engagement des communes sur un montant, ça dépend de leur nombre d'actes, etc., etc. Donc on a de toute façon cette vicissitude concernant l'amplitude des prestations. Après, c'est pour ça que c'est le fait de voir comment ça va se diriger, de voir comment ça se passe, entre autres avec Lambersart, sachant qu'au passage, pour rappel, Lambersart change de tarif. Il n'a pas une prestation qu'il avait au tarif où il l'avait. Évidemment, il passe au tarif des communes extérieures, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous connaissez tous les ans, on vote le coût des communes extérieures, donc vous pouvez constater entre celle que paye votre commune et le tarif extérieur le différentiel. Donc après c'est de la bonne gestion, c'est à nous de voir pendant ces 4 ans quelle réelle perspective, est-ce qu'on a plus ou moins de villes, parce qu'aujourd'hui on instruit pour bien plus que les villes du CIVOM, bien sûr, donc c'est de la gestion. C'est à nous de veiller à tout cela et profiter de ce temps pour voir si nos équipes ont besoin de leur total effectif tel qu'il est aujourd'hui, avec l'accroissement soit par des communes, soit par un nombre d'actes, soit par de nouvelles actions, ou si on doit retravailler là-dessus.
Oui, j'ai bien compris, mais le souci quand même, c'est que tant que Lambersart a supposé qu'il donne suite à la proposition, ce qui semble être le cas, donc contribue au travail, à donner du travail donc au service archives et au service urbanisme, le personnel, on est obligé de le garder, puisqu'il faut bien que le travail soit fait. Oui. Et que l'arrêt risque d'être brutal derrière. C'est un peu la question que je posais, c'est que voilà, on peut pas dire aujourd'hui on anticipe la réduction des effectifs parce que c'est pas possible. Si on devait être au plus prudent, on enlève du personnel dès aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens puisque aujourd'hui on sait le faire travailler. Donc on veille à ça, sachant que dans notre personnel, sur ce sujet, nous avons des titulaires et nous avons des contractuels. On veillera à ça et on va regarder exactement quand ça évolue. Alors, la deuxième question concernait l'EHPAD et les travaux à y réaliser, puisqu'on rend une partie donc des excédents d'investissement à Lambersart. J'ai demandé à plusieurs reprises, y compris en commission, pas la dernière, celle d'avant, quel était le montant exact, les devis qu'on avait pour l'EHPAD. Vous nous aviez répondu à l'époque, parce que vous étiez présent, c'était en cours de travail, pardon. C'est qu'on n'avait pas les devis. On n'avait pas les devis, on n'avait pas le montant. Depuis, ça a évolué, on a des montants concrets, parce qu'on sait qu'il y a quand même un montant de travaux assez important à réaliser sur l'EHPAD. Et aujourd'hui, je m'inquiète de savoir si la provision qu'on a constituée depuis quelque temps, pour des raisons X et Y, va suffire à payer l'ensemble des travaux. Sinon, c'est les communes restantes qui vont payer. Alors, donc là, il y a confusion de genre, on va dire, puisque ce que l'on traite concernant Lambersart, c'est un problème de principe. C'est-à-dire qu'on a l'obligation contractuelle par rapport à l'EHPAD de faire des provisions pour grands travaux. On a donc acté du chiffre, du montant nécessaire en 2022 pour pouvoir faire ce calcul-là. Après, vous parlez des travaux, on en reparlera tout à l'heure au niveau du ROB, puisque évidemment depuis on a eu des devis, etc. Mais il n'y a pas de lien entre les deux choses, puisque le calcul qui est fait concernant Lambersart, c'est au jour de la sortie de Lambersart, quelle est la hauteur des engagements pour gros travaux nécessaires à l'EHPAD, qui se soustrait à ce que l'on peut redonner à la commune concernant les investissements. C'est un calcul mécanique. Et ceci étant, accessoirement, pour répondre à votre question, on n'a pas de souci avec notre capacité à assumer cette provision pour gros travaux. On a les montants nécessaires et suffisants. Ça, c'est pour répondre accessoirement. Mais on reviendra sur les travaux dans le cadre du ROB, si vous le voulez bien. J'ai encore 2 points, si vous voulez aussi que je les aborde. Le premier, c'est qu'il apparaît que le départ de la ville de Lambersart amènerait une augmentation des contributions des autres villes. Vous confirmez, et c'est-à-dire ça servira à quoi exactement cette augmentation? C'est pour combler une partie de ce que Lambersart paierait plus ou... Donc aujourd'hui c'est absolument pas le cas, puisque comme je le disais, le départ de Lambersart il est compensé parce qu'il amène en indemnité de sortie. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on parle, de toute façon il y a des projections, encore une fois on va en parler tout à l'heure au niveau du ROB. Aujourd'hui les contributions, si elles évoluent, c'est exclusivement en fonction de la réalité des actions et sur le fait que sur les années 2020 et 2021, voire 21 et 22, on a baissé les contributions puisqu'on reversait les actions non réalisées puisqu'il y avait eu le Covid. Donc ça amène une fluctuation à la baisse qui va se redresser probablement, on le verra tout à l'heure, sur 2023. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'augmentation afférent à la sortie de Lambersart qui soit demandée aux communes. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas dans quelques années, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On aura largement le temps d'en débattre et de le représenter le cas échéant d'ici là. Donc vous levez les inquiétudes qu'on peut avoir donc, sur le départ de la ville de Lambersart, les conséquences financières qu'il pourrait y avoir pour les autres villes. A priori, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y en aura pas. À ce jour, il n'y en aura pas. D'accord, ok. Je peux arriver au dernier point, là c'est plus pour parler d'avenir. Parce qu'on est dans un CIVOM avec des compétences. Et aujourd'hui, on a bien vu que certaines villes développent d'autres particularités. Je pense à la vidéosurveillance pour Marquette, Saint-André et Vambrochy. Est-ce qu'au niveau du CIVOM, on aura à un moment donné un temps de réflexion pour voir un peu vers quoi on se dirige et de quelle façon on travaillera demain donc, dans le cadre d'un CIVOM avec une grande ville en moins, quoi. Donc est-ce que de ce côté-là, il y a quelque chose de prévu dans les prochains mois pour dire de pouvoir tous en discuter ensemble et prendre des décisions là-dessus? Donc en l'occurrence, c'est un point qui
inscrit, si vous en souvenez, déjà dans nos budgets, puisque c'est la deuxième partie. Il y avait une partie étude état des lieux qui a été faite par KPMG. Dans la prestation d'accompagnement de KPMG, il y a une deuxième partie qui correspond exactement à votre demande, qui est comment se reprojectons dans une organisation telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait être, quels sont les sujets nouveaux, puisqu'on a quand même des sujets régulièrement abordés par les communes et sur lesquels on commence à travailler, on le verra encore une fois tout à l'heure dans le ROB. Donc c'est absolument programmé, simplement on avait fait une pause pour pouvoir gérer la sortie des communes et particulièrement de Lambersart, pour pouvoir se reprojeter, mais sur un périmètre qui est réaliste. Donc dès l'année prochaine, ce sera en effet un sujet d'actualité. Merci pour vos réponses. Et si je peux apporter une autre précision au sujet d'une question que tu as posée tout à l'heure à l'entrée, concernant les excédents d'investissement, pour être plus précis. Les excédents s'établissaient à 1 600 000 à fin décembre. 1 601 000. La PRG a constitué pour l'EHPAD, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, jusqu'en 2032. S'établissent à 1 325 000 environ. Les provisions pour l'entretien du CIVOM restent 28 000. Donc ce qui reste à partager, c'est-à-dire les excédents d'1 600 000, moins les provisions qu'on a repris, il ne restait plus que 248 858. Et la part de Lambersart là-dessus revient à 55 000. Donc quand on regarde quand même les excédents de départ, 1 600 000, et qu'au bout du compte, Lambersart ne touche que 55 000, on ne peut pas dire franchement qu'on a été mauvais au niveau des provisions, surtout au niveau du PRG. J'ai juste une petite question plutôt d'ordre méthodologique. À ma connaissance, mais je peux me tromper, c'est la première fois qu'on a autant de transparence sur les conditions financières des retraits. Est-ce que c'est une obligation, effectivement en tout cas, c'est une condition que vous mettez en œuvre maintenant. Et du coup, est-ce que dans le futur, on aura toujours cette transparence-là, et est-ce que ça fait jurisprudence pour les négociations à venir, s'il y a d'autres communes qui... Alors, je peux vous dire qu'il n'y a aucune jurisprudence qui se fera à partir de ça, mais en tout cas, ça fait clairement partie de mes engagements de président d'être très clair sur ce que l'on fait, et donc les choses sont posées. Comme je l'ai dit, il y a le moins de subjectivité possible, plus d'objectivité. Et donc ce sera toujours le cas. Il n'y a strictement aucune obligation. Pour anecdote, nous avons commencé nos négociations avec Lambersart d'un commun accord par une visite en préfecture, avec laquelle nous avons discuté, chefs de service, etc., etc., pendant 1h30 pour ressortir avec leur conclusion qui est débrouillez-vous. Voilà. Donc il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, c'est bien un travail que l'on a fait de manière, je pense, intelligente entre la commune et le CIVOM. Voilà pour répondre à votre question. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Encore une fois, c'est juste derrière. Donc, un contre ou une abstention? Abstention? Abstention, très bien, c'est noté. Le corollaire, délibération. Ben oui, la suivante, après avoir donc adopté les modalités financières, je suppose que le retrait de la commune de Lambersart ne devrait pas poser trop de problèmes donc au niveau de du sein de notre CIVOM. Voilà. Si vous vous en souvenez, on s'était engagé parce que évidemment c'était Lambersart et donc le sujet était quand même d'importance à ce qu'on ne vous propose le retrait qu'avec les conditions financières. Hein. C'est pour ça que c'est en 2 délibérations qu'elles vous sont proposées aujourd'hui l'une après l'autre pour que vous ayez bien les éléments suffisants pour voter ce retrait. Oui, c'est un copier-coller malencontreux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 2 voix, c'est noté. Merci beaucoup.
Alors, retrait de la commune. Décision modificative numéro 1. Alors, Principal. la décision modificative donc numéro 1 n'apporte que des petites modifications au niveau des dépenses. Ça, c'est des petits ajustements d'article à article pour la plupart. Donc vous avez 200 € en plus au 6632 pour des petites fournitures qui avaient été nécessaires pour Terroir en Fête. On a été chercher le crédit sur le 6064, le compte suivant. Au niveau du 6135, c'est un moins de 1920 € parce que ça correspond donc à l'hébergement donc du serveur que la trésorerie nous a demandé d'abriter au 6518. Donc vous allez retrouver un crédit en plus donc au 6518. Annonce et insertion, on a rajouté un petit crédit de 1623 €. 600 € au niveau des voyages et déplacements. Au niveau des charges à caractère général, vous voyez donc que le chapitre 11 va donc augmenter de 303 €. Décision modificative. Au niveau du chapitre 12, les charges de personnel, nous ne modifions absolument rien. Le 6518, donc 5 000 € en plus, dont les 1920 dont je viens de vous parler, au 61 635, et quelques autres annonces et insertions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre plus grand chose d'autre, annonce et insertion, et puis des frais de licence et donc de Windows, des petites choses comme ça, tout à fait au niveau donc des brevets. Donc au niveau 65, il n'y a que cette augmentation de 5 000 € et donc le total des dépenses de gestion courante augmente donc de 5 303 €. Les autres charges, au 678, on rajoute 4 676, dont la majeure partie vient d'une demande donc de la trésorerie aussi, pour faire des régularisations de débits d'office antérieurs à 2009, qui concernent la CNRACRL, le CAREC, l'IRCOTEC, l'URSSAF, l'EDF et compagnie. Et donc là, pour 3 875 € et 66 centimes, avec un petit supplément de 800 € pour des consignations supplémentaires, des provisions pour expertise. Donc globalement, le total des dépenses du budget 2022 augmente donc de 9 979 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, il y en a quelques-unes qui bougent quand même. Nous avons donc un plus de 1 700 € pour des redevances qui sont donc l'achat des croisières, les ventes de tickets pour de l'enfête. Au 70-83, nous avons une augmentation de 900 € pour l'allocation des espaces publicitaires, les bâches de la Voie du Nord. Donc ça, c'est pour notre chapitre 70, qui augmente donc de 2 600 €. Nous avons d'autres participations, donc au 74. 74, il y a 7 000 € en plus qui proviennent d'une subvention pour la dématérialisation du service urbanisme. Vous savez que l'urbanisme utilise exactement donc, les mêmes logiciels que l'AMEL, et donc on a eu une subvention pour passer dans ce même système. Nous avons donc récupéré, alors nous l'avions déjà eu en 2021, nous n'avions pas osé le mettre au budget en 2022, c'est au 648 388 24 224 € qui est une compensation donc de l'ATH. Nous ne l'avions pas espéré, nous l'avons eu, nous le prenons sans problème. Ensuite, une dernière petite somme pour nous peut-être, 23 336,79 €, donc ce sont des produits exceptionnels au 77,88 qui correspondent donc à la sortie de Bondu. Le total des recettes augmente donc de 57 160 € et 79 centimes. Au niveau de l'investissement, nous ne notons absolument aucun changement. Très bien, merci beaucoup. Des questions? Pas particulièrement. Je vous soumets donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Merci beaucoup de votre confiance. Le ROB. Donc on va
vous présenter le rapport d'orientation budgétaire 2023 à plusieurs voix, chacun reprenant ses spécificités, ses spécialités. C'est Michel évidemment qui va mener la danse sur le sujet. Donc il y aura le rapport d'orientation budgétaire. Et puis chacun interviendra. On s'en va directement. La partie financière sera plutôt sur la fin. Donc on va attaquer directement par l'emploi et service civique. Nicolas. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement un bilan notamment du service civique, tout en rappelant que la subvention à l'association Alpes était de 578 620 €, alors qu'il couvre bien évidemment les trois dispositifs, mission locale, pli et maison de l'emploi. En ce qui concerne le service civique, nous avions 11 volontaires lors de la dernière session. 5 sont actuellement en formation en reprise d'études, 1 a trouvé un emploi et 5 sont en recherche d'emploi. Mais vu le contexte, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour que ces jeunes puissent trouver soit une formation, soit un emploi. Concernant le 2023, forcément avec la sortie de Lambersart, la subvention à Alpes est impactée et elle est diminuée de l'ordre de 132 000 € à peu près, ce qui représente un total de 446 306 € pour l'association Alpes. Et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté là-dessus, c'est-à-dire que, à l'instar de la Madeleine, en réalité, la ville de Lambersart va pouvoir subventionner directement l'association pour compenser ce manque pour Alpes. Si je puis juste me permettre, j'ai eu confirmation du monsieur le maire de Lambersart qu'il continuerait les actions telles qu'elles étaient menées avec Alpes. Voilà. Bon. Donc pour nous, c'est juste une dérivation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une entrée-sortie, ça sera versé directement. Ça minore notre budget, nos dépenses, mais juste dans la partie qui concernait la ville de Lambersart. Et le plus important, c'est que ça ne puisse pas avoir d'impact négatif pour l'association Alpes. En ce qui concerne les actions pour l'année prochaine, et notamment la nouvelle session des services civiques, on faisait le point tout à l'heure avec Caroline qui m'indiquait qu'il y avait à peu près aujourd'hui 14 jeunes qui étaient dans la phase de recrutement. Alors ça continue encore. L'objectif, c'est d'arriver à 17, aux alentours de 17, pour que cette session puisse commencer en décembre de cette année et couvrir donc la période jusqu'à juillet 2023. Alors, comme vous le savez, hein, c'est des thématiques qui sont maintenant habituelles, puisque vous avez tout ce qui est autour de l'animation culture, la solidarité, le développement durable, sport et accessibilité également. Et la nouveauté, c'est justement, en partenariat avec une association, c'est toutes les thématiques autour du développement durable, et également aussi avec la thématique autour de la solidarité senior, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec le renouvellement de l'association avec laquelle on conventionne sur les questions liées aux seniors. Voilà pour ce qui concerne l'emploi et le service civique. Merci. On démarrait, en commission, on en avait parlé, on démarrait de manière un peu compliquée dans le recrutement. On avait eu des agréments un peu tardivement, il faut dire. Et quand j'entends le chiffre de 14, bon, voilà, je me dis ça y est, le tir est redressé, on a des contacts qui vont bien, et on va pouvoir arriver à nos objectifs quantitatifs concernant cette belle opération. Alors, animation du territoire. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'animation, tout d'abord le bilan en 2022, donc les fêtes de l'eau. Nous avions prévu un budget de 116 400 €, une réalisation de 105 662. On a comptabilisé 5 300 personnes sur les 2 spectacles. Alors, comme on l'a souvent répété, hein, ce sont bien les fêtes de l'eau, même si l'eau, ça a manqué un peu cette année. 5 300 personnes malgré
hein, malgré quand même des chutes d'eau vertigineuses le premier soir. Mais, je le répète, on va parler de développement durable ensuite. Allez, tant mieux si on a eu un peu d'eau en cette période de sécheresse. Bien sûr, les croisières vendues avec un taux global d'occupation de 89%. Ça représente 1400 places de croisière donc vendues. Alors voilà pour les fêtes de l'eau. On passe au festival ukulélé avec un budget prévu de 31 000 €, réalisé à 90%. Les 10% restants de la subvention, on les versera après la réception du bilan définitif. On passe à Terroir en fête avec un budget prévu de 25 700 € et une réalisation de 24 878 €. On peut parler des 18 producteurs et exposants, de l'animation de brassage de bière, de traite de vaches, n'est-ce pas, Elisabeth et Monsieur le Président. Alors, comme Elisabeth recevait, elle a laissé gagner le Président. Je crois que la prochaine fois, à Marquette, la traite de vaches, Elisabeth, il y a une vengeance à... Donc, le traite de vaches, quiz fermier, ferme itinérante. On a reçu 900 personnes, et avec des animations également à Quesnoy-sur-Dole, à Verlinghem, à Delémont. Alors pour ce qui est des journées du patrimoine, nous avions prévu un budget de 1 000 €. Mais en fait, on n'a eu besoin que de 0. Le service des archives s'étant occupé donc de cette exposition virtuelle sur le patrimoine durable. On en était, il y a quelques jours, à 2200 vues. Et donc ensuite, les animations de Noël à venir, mais comme voilà, nous avons un robe très très avancé cette fois-ci, ça c'était aussi une demande. Donc je parle déjà des animations de Noël à venir, un budget de 3 000 € de prévu. Donc ça se passera bien sûr en décembre, avec le déploiement de l'opération Père Noël festive, gourmand, sportif, et avec aussi donc l'organisation d'une chasse au trésor qui se passera donc sur Marquette. Alors, dans le cadre de cette opération Père Noël festif, comme l'année dernière, de très jolis lots qui seront remis donc à tous les participants, tous les participants qui seront tirés au sort, avec un premier lot, par exemple, qui est un vélo, ce qui, encore une fois, relie donc l'animation, le développement durable. Un vélo avec des pédales à propulsion humaine. Voilà, et non thermonucléaire, comme... diraient certains. On passe à 2023. Alors bien sûr, les commissions de l'animation, la commission s'est réunie déjà 4 fois cette année. On parle déjà donc bien sûr de 2023 avec le renouvellement des fêtes de l'eau, de Terroir en fête, des fêtes de Noël. Alors pour ce qui est du festival ukulélé, c'est prévu normalement tous les 2 ans, donc pas de budget à prévoir pour 2023. Donc nous récupérons une enveloppe qui serait donc, c'est un choix donc demandé par la commission, scindé en 2, 16 000 € donc pour les animations et 16 000 € qui pourraient abonder un budget développement durable. Alors, lors de la dernière commission, il est évoqué également de choisir pour thématique des fêtes de l'eau 2023 les médiévales. Alors ça, c'est un sujet qui revenait assez souvent et les membres de la commission aimeraient passer sur ce... Alors, on ne sait pas encore si ce sera réalisable sur 2023 parce qu'on s'est rendu compte que toutes les compagnies proposant donc ces animations sont déjà assez prises. Donc, par rapport à ça, on s'oriente... Si on n'arrive pas donc à mettre ce thème des médiévales, on passerait sur quelque chose de plus marqué dans ces différentes animations, de plus marqué dans le développement durable. Toujours le lien entre les 2 commissions. Ce qui me permet directement de passer justement sur cette deuxième commission du développement durable, avec donc un bilan 2022. Donc il y a eu l'opération au printemps des villes et campagnes propres, donc avec une aide du CIVOM et surtout une aide matérielle. Le CIVOM donc s'occupe de réserver les bennes, fournit les gants, les gilets, etc. Puisqu'on parle de l'opération ville et campagne propre, si on a à l'automne sa version anglaise, le World Clean Up Day. Voilà, donc même opération mais sur l'automne.
avec sur ces 2 opérations printemps et automne une sensibilisation sur le ramassage des mégots. On a déjà présenté donc le mégot géant qui a déjà donc été utilisé sur Vambrechy, sur Saint-André. Je crois qu'il est demandé maintenant sur Verlinghem. Enfin, sachez que voilà, ce mégot tourne, que des bâches donc permettant une communication autour de ce mégot ont été créées et qu'elles sont fournies bien sûr avec ce mégot géant. On a ensuite la valorisation des broyades végétaux, donc opération qui pour l'instant n'a pas encore vraiment prise dans les communes. Je peux parler d'une expérience sur Delémont. On l'a utilisé au niveau c'était fin janvier ou mi-janvier, où on a rassemblé donc les sapins que la population pouvait amener sur la place. On a ensuite broyé ces sapins et la population pouvait récupérer le broyat. Encore une fois, des bâches communiquant sur le pourquoi et ce que l'on peut en faire ont été créées. Elles sont à la disposition des communes, alors que ce soit pour le broyat de ces conifères, mais aussi de broyat de végétaux tels que des tailles de haies, etc. Puisque l'utilisation est différente. On peut... Oui. Voilà, donc vous voyez que l'exemple donné par le CIVOM Alliance Nord-Ouest est repris maintenant par la MEL. Allez, c'était le petit mot. Donc je termine sur le jeu qui a été créé donc par, on parlait tout à l'heure de service civique, par un service civique qui a passé pas mal de temps donc chez nous et qui a créé un petit jeu qui peut être téléchargé sur le site du CIVOM, imprimé et qui peut être utilisé donc par nos jeunes ou nos moins jeunes d'ailleurs. C'est un jeu donc qui simule tous les produits que l'on peut jeter et le jeu consiste à les remettre dans la bonne poubelle. Voilà. Budget 2023, donc on propose de reconduire les actions de nettoyage bien sûr de la nature, ville, village propre et le clean-up day de l'automne. Concernant l'opération de broyage des végétaux, je reviens quand même dessus, toute la com qui a été créée, je vous parlais de ces bâches, donc bien sûr ça peut être réutilisé. L'action zéro déchet, on en reparlera tout à l'heure puisque il y a une délibération, c'est assez rare qu'une délibération à prendre liée à ma commission, mais voilà, tout à l'heure on aura une délibération à prendre par rapport au zéro déchet, donc on en parlera plus tout à l'heure. Il sera donc proposé aux communes de démarrer cette action zéro déchet, d'abord au sein des établissements scolaires. Les agents de l'Alliance les accompagneront dans cette démarche grâce aux outils fournis par la commune de Roubaix, mais comme je vous disais, on y revient en fin de réunion. La commission avait proposé aussi la fourniture d'un kit goûter zéro déchet aux élèves de CP de tout notre territoire. Donc ce kit a été présenté à la commission. La commission a déjà discuté de certains détails, notamment par exemple au niveau de la gourde. Je sais que cette discussion continue. On en a parlé hier encore sur le marché de Quesnoy, n'est-ce pas Rosemary? Donc on en reparle tout à l'heure ensemble, mais sachez que voilà, la réflexion continue sur la composition de ce kit. Le financement partiel de l'achat d'un composteur pour les habitants du territoire. Donc ça aussi, puisque ça fait partie aussi de l'opération zéro déchet. Donc on parlait tout à l'heure de budget dédié au développement durable. C'est quelque chose aussi. Alors on sait que la MEL a déjà fourni des composteurs, mais ce qui est proposé par la ville du Roubaix, et qu'on pourra donc, si on vote la délibération, utiliser, on a des composteurs dédiés pour chaque type d'habitat. On connaît bien sûr le composteur pour la maison particulière, mais on a aussi le composteur pour les immeubles, des composteurs pour le milieu scolaire, etc., etc. Voilà pour mes deux commissions. Très bien, donc ça nous donne
les grandes orientations, ce qu'on peut, en dehors du maintien des opérations bien connues, dont les dates exactes vous seront communiquées dès qu'elles seront arrêtées, le fait de faire un choix de mettre un budget spécifique, c'est-à-dire reconsidérer une enveloppe de l'année dernière et de l'indexer sur le développement durable, ça dénote de la volonté d'en faire quelque chose de précis, et puis ça donne capacité surtout à s'ouvrir à des projets vraiment spécifiques à ce sujet. Donc entre le dédoublement de la commission, entre ce budget spécifique, etc., et les premières actions menées, comme la capacité à proposer un kit de bâche pédagogique concernant les recyclages végétaux, on avance dans le bon sens. Elisabeth, concernant 2023 et nos aînés. Alors en ce qui concerne donc les aînés, pour l'EHPAD Georges Delfosse, en 2022, un budget de 305 000 € avait été prévu. Cela concernait en particulier l'achat de matériel d'animation ludique et thérapeutique. À cet effet, une réponse à un appel à projet a aussi été faite pour le financement par l'ARS de ce matériel. Et nous attendons la réponse de l'ARS sur cet appel à projet pour courant novembre donc 2022. Mais également sur ce montant de 305 000 € sont prévus les travaux de rénovation qui concernent le remplacement des fenêtres des chambres des résidents. Alors pour votre information, les travaux ont débuté le 10 octobre dernier et devraient se terminer fin décembre. Le montant total est de 143 675 €. Donc bien sûr, les familles et les résidents ont été prévenus de ces travaux et des mesures ont été prises pour organiser les travaux, en particulier la mise en place d'une chambre tampon. Pendant les travaux de la chambre, on déplace le résident dans une autre chambre. C'est également en 2022 la mise en place d'un groupe de réflexion qui avait été demandé par les élus sur le portage de l'EHPAD. Alors les membres donc, de cette commission ont pu prendre connaissance de l'étude qui a été menée en 2009 sur les différents scénarios de portage de l'EHPAD. Et suite à cette réunion qui a eu lieu le 12 septembre dernier, les membres ont émis le souhait d'une actualisation de ces scénarios et il vous sera donc proposé de prévoir un budget pour 2023 pour la réactualisation donc de cette étude. Également prévus les travaux de remplacement du système sécurité incendie de l'EHPAD. Donc ça c'est sur le budget de l'EHPAD. Donc les documents qui ont été nécessaires à la demande d'autorisation de travaux ont bien sûr été réalisés par le coordonnateur SSI de l'EHPAD et transmis pour avis au bureau de contrôle. Alors ce dernier a transmis ses remarques au coordonnateur SSI qui a répondu. Toujours est-il que l'autorisation de travaux a été transmise le 11 octobre dernier à la commune de Marquette et la consultation pour les travaux a été publiée donc dans la foulée. En ce qui concerne le CLIC, un budget donc de 16 496 € était noté au budget 2022 et comme vous le savez, il s'agit de la subvention qui est versée à l'établissement pour l'accompagnement donc des aînés et de leurs familles. Alors si on veut s'attacher maintenant au budget de l'année 2023, en ce qui concerne l'EHPAD de Georges Delfosse, il est prévu de mettre en place les actions suivantes, donc l'étude réactualisée sur les scénarios de portage de l'EHPAD. C'est également la définition d'un plan pluriannuel de travaux pour l'EHPAD. Et c'est aussi le projet de réaménagement des cuisines d'étage, en particulier pour la mise en place donc, d'ateliers cuisine thérapeutiques. Alors, un appel à projet a été lancé par la Fondation des hôpitaux pour améliorer donc, le quotidien des personnes âgées et des soignants, en particulier donc, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Alors cet appel à projet se déclinait en 3 axes. Donc, dans un premier temps, c'était soit la création et l'aménagement d'espaces favorisant l'autonomie et le lien social des personnes âgées. L'axe 2, l'organisation d'activités
culturelles et sportives ou de séjour, ou l'aide à la mobilité donc de loisirs des personnes âgées. Donc nous avons choisi de nous positionner sur l'axe 1, en orientant donc la réponse à cet appel à projet sur l'aménagement donc des espaces intérieurs, notamment sur les kitchenettes des étages, en les adaptant en particulier à des cuisines à visée thérapeutique, et cela deviendrait bien sûr des liens de vie conviviaux et ouverts, favorisant ainsi le lien social entre les résidents, mais aussi entre les résidents et le personnel soignant. Le montant de l'opération se montrait à 108 800 €. Alors il faut savoir que la Fondation des hôpitaux, en fait, elle participe au financement du projet si un cofinancement est envisagé à hauteur de 50%, mais également d'autres financements sont actuellement à l'étude. Il s'agit en particulier de la participation du département dans le cadre de sa politique d'aide à l'investissement. Des financements CARSAT peuvent être également sollicités dans le cadre donc, des missions de prévention de la santé au travail, et cela pour le financement en particulier des sols des kitchenettes. Donc la date de dépôt du dossier avait été fixée au 21 octobre donc, 2022. Donc l'envoi de la réponse à cet appel à projet a bien été fait. Donc il vous sera proposé de prévoir un montant de 15 000 € au BP 2023 pour la réactualisation des scénarios de portage au titre donc du ROB 2023. Alors en ce qui concerne la Semaine Bleue, l'organisation de la Semaine Bleue au sein du CIVOM, donc comme vous le savez, nous avons été confrontés à des difficultés d'organisation, mais qui ont été liées quand même largement au contexte épidémique depuis 2 ans. Et là, il va vous être proposé à ce que cela soit l'Alliance Nord-Ouest qui reprenne donc l'organisation de cette manifestation. Alors comment ? On va faire en fait appel à la société, aux prestataires qui en particulier a animé dernièrement le marché des saveurs lors du terroir en fait. Donc la subvention qui était habituellement versée de 3 000 € pour les communes pour l'organisation de cette manifestation, elle va être réattribuée au financement et à la mise en place de l'événement par l'Alliance Nord-Ouest. À la fin des Jeux Intervilles donc prochains, la ville dont les représentants auront gagné l'édition, par contre, sera sollicitée pour mettre à disposition une salle pour pouvoir organiser l'événement, mais néanmoins, l'organisation sera faite par le CIVOM dans sa totalité, mis à part la mise à disposition donc, de la salle. En ce qui concerne le CLIC, donc en 2022, une subvention, comme je vous l'ai dit, d'un montant de 16 496 € avait été versée. Par contre, en raison donc, de la sortie de la commune de Lambersart, la subvention sera de 10 927 € pour 2023, puisque Lambersart devra, s'il souhaite solliciter les services du CLIC, eh bien, la ville devra payer elle-même sa part de subvention. On va également mettre en place donc, une réflexion sur l'élargissement de la compétence gérontologie aux actions en faveur donc, du bien-être de nos aînés. Donc actuellement, cette compétence gérontologie donc, au sein du CIVOM, elle regroupe en fait l'EHPAD et aussi la compétence qui est dénommée études et mise en place d'une instance de coordination gérontologique intercommunale. Donc en fait, cela ne concerne que la mise en place du CLIC. Donc nous pourrions élargir, la réflexion sur la mise en place d'actions pour le bien-être des seniors, et ainsi ça nous permettrait de toucher un public plus large que celui qui est touché dans le cadre de la compétence gérontologie. Voilà, Monsieur le Président, sur ma partie aînée. Merci. Oui, toujours dans le fait de pouvoir concrétiser dans les travaux, dans les nouvelles actions, etc. Concernant la Semaine Bleue, c'est par simplification. Ce qu'on propose, c'est simplement que l'organisation soit prise en charge directement par le CIVOM, qui accompagnera la commune qui accueillera cette manifestation. Donc il y aura toujours l'accueil, ça fera toujours le tour des communes, que ce soit la gagnante ou qu'on s'emploie à un autre système.
Mais en tout cas, c'est toujours le fait d'aller dans les communes et simplement on s'assure de la bonne organisation et qu'il n'y ait pas d'interrogation pour les communes sur une difficulté ou une autre et que cette animation puisse continuer à exister. Chantier d'intérêt général, pour ce qui me concerne. Donc, chantier d'intérêt général, vous vous souvenez, sont les actions des chantiers qui sont menés dans les communes et qui font travailler des gens plutôt que d'aller faire du temps en détention, de se rendre utile auprès des communes. Alors, il y avait 4 chantiers qui étaient prévus en 2022. Il y en a 2 qui ont été annulés. On en a déjà parlé sur les problèmes d'organisation de nos partenaires qui se recherchaient un petit peu. Il y en a quand même 2 qui sont en cours, peut-être terminés, vu qu'on est mi-novembre, ils doivent être terminés. Donc il y a eu 2 chantiers qui ont été réalisés sur 2022. On va relancer les intentions auprès des communes sur 4 chantiers. Donc il y a 4 chantiers qui pourraient s'ouvrir sur l'année 2023 aux communes de faire leurs demandes concernant ces chantiers d'intérêt général. Plus de services d'intervention des communes sur l'extension des prestations de services urbanistes, c'est plutôt chez Michel. Services aux communes. Merci. Donc vous avez pu constater que ce ROB faisait un parallèle régulièrement entre les actions de 2022 et puis les actions proposées et prévues pour 2023. Donc là, sur les services aux communes, les actions de 2022, c'était très nettement pour préparer celle de 2023, puisque nous avons fait une réunion avec le responsable du service urbanisme pour savoir un peu ce que les communes attendaient de nous et s'il était possible d'en faire davantage. Nous avons donc modifié les statuts de l'Alliance afin de permettre l'extension du service archives aux communes extérieures, notamment Bourdu. Bourdu que nous avons été voir ce matin d'ailleurs et avec lequel nous avons réussi, je pense, à trouver un terrain d'entente. Et ensuite, mettre en place une plateforme collaborative à l'usage des élus et des agents. Mais là, c'était uniquement la définition des besoins. En 2023, nous allons donc mettre cette plateforme au point. Et l'extension des prestations du service urbanisme également. Les archives, je pense que c'est bien parti. Et donc, on va rajouter à ça une proposition de mutualisation de la maintenance informatique, donc une régie informatique. Ça, c'est un souci pour quand même, notamment les plus petites communes qui n'ont pas de service informatique et donc qui souffrent un petit peu de ce côté-là en confiant donc ça à des sociétés extérieures. Si on pouvait mutualiser, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Maintenant, je vais passer à une situation plutôt la situation financière donc du CIVOM. Avenir, passé, comparatif. Donc au niveau de la section de fonctionnement, bien entendu, nous constatons une baisse des recettes, ça c'est pas extraordinaire. La sortie de la Bersar et de Comines, bien entendu, vont peser donc au niveau de notre budget. Donc les recettes vont donc baisser, puisque le CA 2021, on atteignait 1 650 000 de recettes, 1 560 000 donc pour le budget 2022, et on arrive à 1 511 000 pour 2023. Baisse pas trop ressentie, puisque là, il y a encore des compensations. Au niveau des dépenses, les dépenses baissent aussi, heureusement, puisque la sortie de l'Obersar nous épargne une partie donc des versements des subventions, tels que l'a dit Nicolas tout à l'heure. Vous avez donc un déficit prévisible pour le BP 2023 de 21 815,44 € qui sont largement compensés par l'indemnité de sortie de Bourdu, qui l'a versé déjà dès cette année. Je vous rappelle le montant de tout à l'heure, c'était 23 336 €. Donc si cette
sortis sur cette indemnité avaient été versés en 2023, nous aurions été en excédent de 2 000 euros à peu près. Bon, rassurez-vous, sur les excédents de fonctionnement d'1,2 million, moins la part que nous donnons à l'Albersard, il nous reste encore largement de quoi terminer donc en excédent. Au niveau de la section d'investissement, là vous voyez une différence puisque pour le BP 2023 nous ne prévoyons que 30 000 euros de dépenses alors que nous avions prévu 380 000 en 2022. Mais le marché pour le changement des menuiseries n'a été passé que dernièrement, puisque je l'ai signé tout à fait récemment. Donc, c'est un budget prévisionnel. Hein. C'est un ROB, c'est un DOB, c'est pas encore le budget. Ces 30 000 euros vont se transformer, puisque le marché que nous avons signé s'établit à peu près à 120 000 euros pour le changement des fenêtres. Donc baisse générale puisque de 140 000 ça passe à 25 000 au niveau des recettes. Là ça vient du fait que nous ne touchons plus donc le reversement du câble puisque c'était la dernière année donc en 2022 et qu'en 2023 donc c'est terminé, le câble ne nous touche plus. D'un autre côté nous ne devons plus le reverser aux communes non plus. Au niveau de la section de fonctionnement, le budget prévisionnel 2023, bon, il est relativement simple hein, par rapport à un budget d'une commune. En dépenses, il n'y a que 3 chapitres. Le chapitre 11 à 380 000 euros. Le chapitre 12, les charges de personnel à peu près 580 000 euros. Et les autres charges de gestion à environ 550 000 euros. Pour le tout, pour 1 500 000, 1 508 000. Au niveau des recettes de fonctionnement, on est en quasi équilibre au niveau des dépenses et recettes réelles, puisque pour les 1 508 000 de dépenses réelles, nous avons 1 511 000 de recettes, donc on est en léger excédent dans le parti des réels, avec des atténuations de charges, les parties des restaurants scolaires, tickets restaurants pour 8 000 euros. Les produits en régie, facturation urbanisme, archives, EHPAD pour 372 612,98 euros. Les impôts donc pour 650 000 euros, 649 743. Hein. Dotation et participation, donc 246 198 euros. Pas d'autres charges de gestion courante, pas de produits financiers, mais des produits exceptionnels de 235 296 euros, dont donc la participation de l'Albersard. Le déficit est produit par les opérations d'ordre de 25 304 euros, c'est marqué 304 euros sur votre document. Il y a une faute de frappe hein, puisque vous avez le crédit en investissement qui est pour 25 305, alors c'est ou 25 305 ou 25 304, mais ce n'est pas un document comptable, hein, donc ce n'est pas dramatique. Donc nous terminons donc avec un léger déficit donc, qui sont dus à ces opérations d'ordre, mais qui viennent nourrir la section d'investissement pour 25 000 euros. Il s'agit des amortissements. Hein. Les dépenses d'équipement sont évaluées à 30 000 euros. Et là, ce que je vous ai dit, ça va sans doute changer, et c'est même certain que ça va changer, puisqu'il faudra bien payer les travaux de l'EHPAD. Ensuite, nous partons plutôt sur des diapos qui analysent l'évolution. Hein, les évolutions sur les recettes, par exemple, là, et de fonctionnement. Et vous pouvez voir que, bien entendu, elles baissent, mais les recettes baissent, mais les dépenses aussi. Hein, ce qui est tout à fait logique. C'est le reflet donc des chiffres qu'on vient de voir précédemment. Au niveau de la répartition des dépenses de fonctionnement, vous pouvez voir que la charge de personnel sur 2023 est la plus importante maintenant, puisque les subventions, le chapitre 65, baisse nettement, puisqu'il baisse de 130 000 euros, hein, donc la part de l'Albersard. Donc vous avez cette modification. Les autres barres, si j'ose dire, charges générales et les charges de personnel restent à peu près identiques. C'est vraiment la autre charge qui baisse nettement. Charge exceptionnelle, reversement du réseau câblé, elle disparaît totalement, hein, puisque ça n'existe plus. Et les amortissements sont toujours tout à fait minimes.
Au niveau des recettes de fonctionnement, on a à peu près le même schéma, si j'ose dire. C'est comparatif toujours budget à budget. Le budget 2022, les contributions atteignaient 800 000 euros. Elles n'atteignent plus que 650 000. Pour le reste, la TPU reste à peu près identique, puisqu'elle est à 200 000 et on perd là la TPU de l'Anversar, qui était quand même relativement importante. Et les facturations et pas adresses identiques, les autres recettes baissent légèrement, mais ce n'est pas ça qui est le plus notable donc, dans la situation. Par contre, là, au niveau de l'évolution de la situation financière toujours et l'évolution des contributions, là, on peut noter quand même des changements. Mais ne nous fions pas trop quand même assez bas, parce que si je prends par exemple l'exemple de Saint-André, quand on regarde les barres des contributions de 2019 et 2020 qui atteignent quasiment 150 000 euros et que brutalement au niveau de 2021 elles atteignent à peine 50 000 euros, je vous rappelle qu'il y a eu un changement dans notre politique, c'est-à-dire qu'on retirait maintenant la TPU donc des contributions des habitants. Donc si on rajoute à ces barres le montant de la TPU, évidemment, ça remet un petit peu les choses à niveau. Donc Vambrechy, quand on regarde, lui, sa barre, elle est un peu plus importante en 2023 qu'en 2021 et 2022. Mais elle demeure inférieure à 2019 et 2020. Ça répond un peu aux questions que vous aviez tout à l'heure en vous posant la question, est-ce que ça va fortement influer donc les autres communes qui restent? Donc vous pouvez voir que ça n'influe pas énormément. Il n'y a qu'une commune qui est au-dessus en 2023 par rapport aux 4 années précédentes, c'est Quesnoy, mais Quesnoy était la seule commune à ne pas reverser de TPU. Oui, c'est parce qu'elle est. Oui, c'est pas parce qu'elle voulait pas, mais elle est rentrée après la loi de reversement de la TPU. Donc ensuite, on a une petite comparaison sur l'évolution des dépenses par compétence. Et donc là, vous pouvez voir qu'une compétence, les compétences baissent aussi, bien sûr, puisque l'Anversar est en partie, l'emploi baisse automatiquement, les animations baissent, oui, puisque de toute façon nous avons une commune en moins en charge. Pour les autres, développement durable, la géronto et l'urbanisme, tout ça, ça reste à peu près équivalent sur les 3 exercices 2021 à 2023. Au niveau des recettes et dépenses d'investissement, l'évolution de la situation financière en 2022, vous vous souvenez qu'on avait quand même au BP, on avait mis 300 000 euros pour les travaux de l'EHPAD, ce qui explique, bien entendu, cette augmentation énorme par rapport à 2021. Et à 2023, je vous rassure, la petite barre ne va pas rester à 30 000 euros, elle va augmenter aussi au minimum à 200 000 euros, à mon avis. Enfin, on verra, ça, c'est pas encore le budget, c'est un petit peu une prévision, mais qui sera, à mon avis, réalisée. Ensuite, nous avons la répartition donc, de nos effectifs par catégorie, par effectif aussi, donc la filière administrative, filière culturelle et la filière technique. Vous pouvez voir que la filière technique représente très peu. Alors là, c'est uniquement le CIVOM, c'est hors EHPAD, bien entendu. Filière technique, on a une seule personne. La filière culturelle, c'est l'office de tourisme, et la filière administrative. Donc c'est relativement simple à expliquer. Ensuite, les catégories A, B et C, vous voyez que la catégorie A, il y en a un petit camembert. Catégorie B, il est un peu plus grand, et catégorie C, c'est le plus important. Les dépenses du personnel ont diminué depuis 2019. Ça, je pense qu'on sait pourquoi, puisqu'on a quand même un gros salaire qui est parti. Et par ça, l'état de la dette a été donc soldé en 2019 et nous n'avons rien fait depuis comme emprunt. Donc voilà pour ma part financière, Monsieur le Président. Merci beaucoup donc, pour ce robe à voix multiples.
Vous voyez, dans l'esprit général, on est dans une situation financière sans difficulté. Pour répondre à la question de tout à l'heure, vous voyez qu'il y a quasi, on mentionnait le cas particulier de Quesnoy, mais sinon, même si on prend en référence l'année 2019, on reste en 2023 en dessous de l'appel de contribution qui était 4 ans avant. Et au niveau des actions qui vous ont été présentées, il y a donc le maintien de la totalité des actions et l'évolution et la recherche de nouvelles, de répondre à de nouvelles demandes des communes, qu'elles soient sur de la maintenance ou qu'elles soient sur des volontés autour du développement durable ou de la santé dans l'élargissement qu'on évoquait sur l'aspect gérontologique en ayant à l'esprit un petit peu plus large que simplement la gestion d'un EHPAD, ce qui est quand même déjà pas anodin. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, des remarques particulières sur ce travail assez fourni. Merci de cette présentation à plusieurs voix. Pas de surprise par rapport aux robes des années précédentes. J'ai une petite question sur un point d'éclairage sur les charges à caractère général qui augmentent assez fortement depuis 2020. Et voilà, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Je vais continuer mon propos, puis je vous laisserai peut-être revenir sur ce point, si vous le permettez. Sur le contenu, vous l'avez bien rappelé, si on rentre un peu dans les différentes politiques qui sont présentées ici, sur les politiques de l'emploi, la présence ou non dans le CIVOM ne change pas les politiques de l'emploi avec ALP. Finalement, le CIVOM est un intermédiaire, donc du coup, on peut très bien, comme la Madeleine ou l'Ambersart, continuer à travailler avec ces structures sans le CIVOM. On voit bien aussi qu'on a des services qui peuvent être utilisés sans être adhérents au CIVOM. Donc on a des structures qui sont un peu complexes de ce point de vue-là, mais qui posent des questions quand même sur l'avenir de l'institution. Ensuite, sur l'EHPAD, la réflexion est en cours, vous l'avez signalé, et tant mieux, j'en suis très heureux. On s'est quand même rendu compte que le problème de ce montage complexe, il est quand même pas nouveau. Ça fait bien 10 ans que le sujet est latent, que des études existent et que la problématique de ce montage juridique pose des questions quand même sur l'avenir et sur l'investissement dans cet EHPAD. Donc on peut se réjouir de l'inscription d'une actualisation des scénarios, même si c'est tardif. Espérons que ça nous apporte l'éclairage nécessaire pour faire les bons choix pour l'avenir de l'EHPAD. Finalement, passé ces politiques, le CIVOM ressemble quand même pas mal à un sympathique office du tourisme, avec la lourdeur supplémentaire du comité syndical. Alors qu'on s'entende bien ici, je dénigre pas les animations qui sont faites par le CIVOM, mais je le répète, moi je suis très favorable à ces animations intercommunales du territoire, mais je ne crois pas que le cadre du CIVOM soit véritablement pertinent pour ces projets. Et l'addition de ces actions, si sympathiques soient-elles, comme la traite de vache, mes enfants ont apprécié, présentée ici, ne justifie pas à elle seule l'existence du CIVOM. Et puis il y a plusieurs éléments qui sont assez frappants dans le ROB. Je pense que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je suis frappé par l'absence d'investissement. Alors vous le dites à l'oral, effectivement il y en aura, mais c'est quand même dommage quand on se situe au moment de l'orientation budgétaire de ne pas faire état des prévisions de dépenses, d'investissements qui seront menées dans le courant de l'année. On a vraiment l'impression que du coup on ne s'engage pas, on ne sait pas de quoi sera fait l'année, et donc vous me dites, moi que j'ai rien compris au ROB, mais c'est quand même le bon moment pour prévoir ce qu'on va dépenser dans l'année à venir. Et puis on a quand même un budget pour finir qui est quand même en grande turbulence. Il y a peut-être un pilote, mais l'avion il a quand même largement amorcé sa descente, donc attention à l'atterrissage ou même attention au crash. La sortie d'une commune historique du CIVOM comme l'Ambersart est quand même un petit événement. On a une baisse des dépenses, baisse des recettes. Les recettes de fonctionnement ont quand même chuté de 31% depuis 2019. Les impôts ont été divisés par 2 en quelques années. Un vrai plan de sobriété, j'oserais dire.
Et puis plus concrètement, ce trou d'air devrait quand même inciter à avoir un débat, et je sais que vous l'avez prévu, mais on l'attend. Ça a été rappelé en début de comité, sur les futurs avec ou sans Sivom. À minima, et je vous encourage peut-être à ça pour conclure mon propos, il milite pour établir peut-être un plan pluriannuel de fonctionnement, afin de mieux comprendre comment on peut amortir ces fluctuations et avoir de la visibilité sur le futur des dépenses et des cotisations des différentes communes. Merci. Très bien, sur les charges à caractère général, Michel, sans doute. Sur l'évolution des charges à caractère général. Oui, en fait, c'est la subvention pour le festival Ukulélé. Elle était comptée en charge de subvention. Elle rebascule en fait en charge à caractère général. Ce sera pour payer des prestations, que ce soit au niveau de l'animation ou du développement durable. C'est juste ces 30 000 euros qui font la différence en fait entre 2022 et 2023. C'est l'indexation comptable plus qu'autre chose. Sinon, il y a les charges à caractère général évoluent peu à ce jour. Bon, je ne vais pas me répondre en réponse. Le propos est connu. L'EHPAD, en réalité, je rappelle qu'il n'y a pas de problématique. C'est juste des questionnements, mais pas de problématique. Et pour rappel, Alpes, je vous laisse votre propos sur l'utilité ou pas, mais Alpes n'existerait pas, le PLI n'existerait pas sans le Sivom, puisque tout ça sont des créations et des supports clairement du Sivom, et on en est très fiers. Nous participions il y a très peu de temps aux 20 ans de l'association et on passait en revue l'évolution des services amenés, etc. Et donc on est particulièrement fiers d'avoir créé quasiment et soutenu depuis si longtemps ces actions et on continuera, que les villes soient intégrées ou pas, ça change pas grand-chose sur notre vue sur les nécessités et sur celle qui est commune, entre autres, à toutes les villes qui sont ici présentes. Y a-t-il d'autres remarques? Si ce n'est le cas, on va donc soumettre à votre approbation. Oui. Par rapport aux sommes que doit verser l'Ambersart, donc c'est en 2023 et en 2024. Oui. La somme 2023 n'est pas intégrée pour l'instant dans le ROB, enfin dans les calculs. Si. Elle est intégrée dedans déjà ? Michel, il me semble que je l'ai vu passer dans les tableaux. Oui, elle est dedans. Elle fait bien partie de l'accord que vous avez accepté tout à l'heure, et donc on est bien obligé de le viser comme une recette. Donc il y a un peu plus de 200 000 euros d'intégrer dans les comptes 2023. Oui, il me semble bien, je suis à peu près sûr d'avoir vu. Merci. Non, je suis sûr qu'il est dedans, mais je l'ai même vu passer sur le document qui vous a été remis. Voilà. Donc en l'occurrence, qui vote contre? Une voix, qui s'abstient? Vous êtes les contre. Merci beaucoup. Nous allons donc, nous avons deux points, il reste 2 points, l'emploi service civique, signature de la convention avec SC2S. Un micro, oui. Contre, il y en a 1. Et abstention. 6 abstentions. Vous voyez bien les 600 questions. Nicolas, si tu veux bien nous parler de la convention SC2S. Oui, peut-être une illustration, une de plus du bien fondé du Sivom. Je pense que personne ne peut contester les apports du service civique, aussi bien pour les jeunes, mais aussi pour nous, membres des différentes communes. Et là, c'est tout simplement l'idée de ce rapport, c'est de renouveler la convention avec l'association donc Service civique Solidarité Senior. Et cette association, elle est reconnue pour accompagner les jeunes dans toute la problématique de
la vie des seniors. Et l'objectif, c'est ça, c'est que nos jeunes puissent avoir notamment des formations gratuites via cette association. Et dans certaines conditions, si les jeunes sont particulièrement éloignés, notamment dans des quartiers prioritaires, en situation de handicap, eh bien l'association peut même prendre en charge le coût que les communes versent aux jeunes. Donc voilà, je pense que c'est un apport qui est plus que positif. Merci, oui, c'est une possibilité supplémentaire du sérieux toujours dans l'accompagnement, et le fait de renouveler cette convention d'engagement réciproque n'est qu'un plus sur le sujet des services civiques. J'imagine que personne ne s'oppose particulièrement à cette convention. Personne ne s'abstient. Unanimité. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc en animation développement durable la signature de la convention de partenariat avec la ville de Roubaix pour le zéro déchet. Et oui, comme je disais tout à l'heure, donc lors de la commission, lors des différentes commissions, nous avons beaucoup parlé des opérations zéro déchet, alors qu'ils sont déjà appliquées pour les familles à Marquette, à Saint-André. Tout ça donc a démarré à Roubaix en 2014. Roubaix donc a beaucoup depuis travaillé dessus. Et nous avons la possibilité maintenant de profiter de tout ce travail qui a été fait à Roubaix. Donc voilà, cette convention qui coûte rien nous permettrait donc de profiter de tout ce qui a été fait à Roubaix. Donc Roubaix qui est territoire zéro déchet, zéro gaspillage, territoire de démonstration en même temps. Ça nous permettra d'utiliser ces nombreux outils. On en a déjà parlé rapidement tout à l'heure. Outils informatiques également, donc des tableaux de bord. D'utiliser également son site dédié aux familles. Alors les engagements, c'est d'utiliser sans changement ce qui a été créé par Roubaix, de mentionner le nom de Roubaix, puisque il est normal de mentionner le créateur. Alors ça donne la possibilité d'avoir des actions vis-à-vis des citoyens donc, ou des familles. On connaît bien les opérations zéro déchet dans les familles. Ça permet aussi de travailler sur les écoles. Donc ça, ce sera notre démarrage certainement, de vous donner la possibilité de travailler là-dessus vers les écoles. On peut aussi, bien sûr, travailler sur nos services publics, sur les commerces, sur les entreprises, sur les associations. Tout ça en respectant bien sûr les 3 grands principes. En 1, éviter les déchets. En 2, prolonger la durée de vie des objets. Et en 3, le recyclage. Voilà, pour cette dernière délibération. Merci beaucoup. Oui, il y a déjà des exemples de communes qui sont avancées sur le sujet. Que ce soit à Saint-André, à Marquette, on a quand même de belles actions en cours avec des familles adhérentes, et on se dit que tant qu'à faire, ce serait bien de pouvoir porter ça de manière plus large sur des communes qui ont peut-être un peu moins de potentiel d'organisation, et qu'il y a un accompagnement sur ces sujets-là qui sont tout à fait intéressants, qui sont riches, même dans le rapport aux familles participantes. C'est vraiment assez riche, et donc on a bien l'intention de s'engager dans cette voie. Donc on soumet à votre vote le fait de... Oui. Oui, une petite remarque simplement, Louis-Marie Hardy à Saint-André. En fait, il y a plusieurs communes effectivement du CIOM qui sont déjà engagées dans la démarche zéro déchet. Et je voulais savoir quelle plus-value ça pouvait apporter d'avoir une convention au niveau du CIVOM, parce que le dispositif est très simple et très rodé déjà entre Roubaix qui organise tout le dispositif, comme l'a dit monsieur. En fait, on a un site directement avec avec une organisation qui est globale entre toutes les communes qui travaillent déjà au niveau du zéro déchet. Il y a à peu près une trentaine de communes. Et je voulais savoir quel supplément, quelle plus-value on pouvait apporter au niveau du CIVOM, parce que clairement, je ne pense pas le travail doit se faire normalement entre la commune directement avec Roubaix. Si on rajoute un intermédiaire, il ne faut pas que ça alourdisse le dispositif. On n'ajoute aucun intermédiaire. Ça ne va, pour être clair, ça ne va pas être une plus-value pour Saint-André ou sur Marquette qui sont avancés sur le sujet. Le propos ici, c'est clairement de pouvoir essayer d'apporter ce type d'opération sur des communes qui n'ont pas capacité à la porter seules.
c'est bien encore une fois ce sujet-là. C'est comment on fait, puisqu'on s'aperçoit qu'une ou deux communes y sont déjà allées. On parlait d'une trentaine de communes, on parle de 95, sur 95, donc il y a encore un peu de travail. Et c'est en général celles qui y vont, celles qui sont un peu plus structurées en termes de services, etc. Et il nous semble opportun d'essayer de voir par ce type de convention comment on peut s'organiser pour apporter ça sur un plus grand nombre de communes. C'est bien notre objectif. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous avons terminé pour ce conseil. Merci de votre écoute et vos remarques. Et on se retrouve très bientôt pour le budget, bien sûr.